Salut, bienvenue dans ce nouveau chapitre de marketing. Aujourd'hui, on s'attaque à un morceau vraiment essentiel, la politique de distribution. C'est un sujet clé parce que c'est grâce à ça qu'on comprend comment une marque arrive à rencontrer ses clients, tout simplement. Allez, on plonge dedans. Alors, c'est une super question pour commencer. Pourquoi est-ce que tu trouves du Coca-Cola absolument partout, alors qu'une montre Rolex, tu ne la verras que dans une poignée de boutiques de luxe? Eh bien, la réponse à ça, elle tient en un concept, la stratégie de distribution. C'est ce choix vraiment stratégique qui décide de tout. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Ok, donc la distribution, c'est quoi au juste? Souvent, on pense juste au camion de livraison, mais c'est tellement plus que ça. En fait, il faut voir la distribution comme les artères d'une entreprise. C'est l'ensemble de tout ce qui permet de rendre un produit disponible pour toi, le client final. Ça inclut bien sûr le transport, donc le flux physique, mais aussi tout le flux d'informations, les commandes, les stocks et les flux financiers, donc les paiements. C'est vraiment le pont entre la marque et son marché. Et voilà, le point le plus important à retenir, vraiment. La distribution, ce n'est pas juste de la logistique, pas du tout. C'est un levier de positionnement. En clair, le simple fait de choisir où vendre ton produit, ça façonne complètement l'image de ta marque. C'est une arme stratégique pour se démarquer des concurrents. Bon, pour comprendre comment tout ça fonctionne, la première étape, c'est de savoir qui fait quoi. On va regarder ensemble qui sont les acteurs principaux et quels circuits ils utilisent. Alors, voilà les 4 grands rôles dans ce jeu. D'abord, tu as les producteurs. Facile, ce sont eux qui créent le produit. Ensuite, les grossistes. Eux, leur job, c'est d'acheter en très grande quantité aux producteurs pour revendre à d'autres professionnels, les détaillants. Après, on a les détaillants. C'est la boutique du coin, le supermarché, bref, celui qui vend directement au client final. Et enfin, de plus en plus, on a les plateformes, genre Amazon, Vinted, qui ne possèdent pas les produits, mais qui mettent en relation les vendeurs et les acheteurs. Finalement, c'est assez logique, non ? Maintenant, ces acteurs, surtout les détaillants, ils peuvent s'organiser de 3 grandes manières. D'un côté, tu as le commerce indépendant. Pense à la boulangerie de ton quartier. Le patron est totalement autonome. Au milieu, on a le commerce associé. C'est super intéressant, ce sont des indépendants qui se regroupent pour être plus forts, par exemple sous une enseigne commune. L'exemple type, c'est la franchise comme Intersport. Et enfin, il y a le commerce intégré. Là, une seule et même entreprise possède et contrôle tout, de l'entrepôt au magasin. Carrefour, par exemple, c'est l'exemple parfait. Ok, maintenant qu'on connaît les acteurs, on passe au cœur du sujet pour le producteur. Comment choisir sa stratégie de distribution? C'est la grande question. Et là, on a la réponse à notre question du début. Il y a en gros 3 grandes stratégies. La première, c'est la stratégie intensive. L'objectif, être partout, tout le temps. C'est Coca-Cola. Tu veux maximiser la disponibilité. À l'exact opposé, tu as la stratégie exclusive. Là, on limite volontairement les points de vente au maximum pour créer du prestige, de la rareté. C'est Rolex. Et entre les deux, il y a la stratégie sélective. On choisit ses revendeurs sur des critères précis d'image ou de service. Pense à des marques comme Mage en mode ou Clinique en cosmétique. Elles ne sont pas partout, mais on les trouve quand même assez facilement dans des points de vente qui correspondent à leur standing. Alors, comment une marque choisit entre intensive, sélective ou exclusive? Eh bien, elle doit se poser tout un tas de questions. Ça coûte combien? C'est quoi nos ressources? Qui sont nos clients cibles? Quelle image de marque on veut avoir? Est-ce qu'on peut livrer partout et est-ce que notre produit s'y prête? Par exemple, tu ne vas pas vendre un produit de luxe dans un supermarché. C'est un arbitrage constant entre tous ces points. Allez, maintenant on change de casquette. On a vu le point de vue du producteur, mettons-nous un instant dans la peau du distributeur. Comment ça se passe de son côté? Comment un magasin gagne de l'argent? C'est une question clé. On pense souvent à la marge avant, c'est simple. C'est la différence entre le prix auquel il achète le produit et le prix auquel il le vend. Mais le plus intéressant et souvent le plus caché, c'est la marge arrière. Qu'est-ce que c'est? En gros, ce sont toutes les négociations qu'il y a entre le distributeur et le fournisseur. Par exemple, une marque va payer le supermarché pour avoir une meilleure place dans le rayon, une tête de gondole. Ça, c'est de la marge arrière. La marge totale du distributeur, c'est donc la marge avant, plus cette fameuse marge arrière. Pour bien voir comment tout ça s'applique, prenons 2 exemples totalement opposés. D'un côté, un hard discounter, type Lidl ou Aldi. De l'autre, un petit antiquaire en centre-ville. Le premier est en périphérie, a peu de choix, mais des stocks qui tournent à toute vitesse. Son objectif, le prix le plus bas possible. L'antiquaire, lui, est en centre-ville, il a un choix très large de pièces uniques et ses stocks tournent très lentement. Son objectif à lui, faire une marge élevée sur chaque vente. Tu vois, leur stratégie de distribution détermine absolument tout le reste. Et une fois que le client est dans le magasin, un autre métier entre en scène, le merchandising. La définition classique dit que c'est l'art de présenter le bon produit, au bon endroit, au bon moment, au bon prix et en bonne quantité.
En gros, c'est tout ce qui est fait en magasin, l'organisation des rayons, les vitrines, les promos, pour te donner envie d'acheter. Bon, impossible de parler de distribution aujourd'hui sans parler de la révolution qui a tout changé, le numérique. On entre dans l'ère de l'omnicanal. Le client omnicanal, en fait, c'est toi, c'est moi, c'est tout le monde aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on passe sans arrêt d'un canal à l'autre pour un même achat. Par exemple, tu peux commencer à regarder un produit sur ton smartphone, dans le bus, continuer sur l'ordinateur au bureau et finir par l'acheter en magasin le week-end. L'enjeu pour les marques, c'est que cette expérience soit parfaitement fluide, sans aucune rupture. Ça donne naissance à de nouveaux comportements d'achat qu'il faut absolument connaître. Le premier, c'est le ROPO, Research Online, Purchase Offline. Tu fais tes recherches en ligne, tu compares et tu vas acheter en magasin. L'inverse, c'est le showrooming. Tu vas en magasin pour voir le produit, l'essayer et tu l'achètes en ligne, souvent parce que c'est moins cher. Et enfin, celui que tout le monde connaît maintenant, le click et collect. Tu achètes en ligne et tu passes chercher ta commande en magasin. C'est devenu un standard. Alors, quand on a un site e-commerce, le premier objectif, c'est d'attirer du monde. Pour ça, il y a deux grandes autoroutes. Le SEO, ou référencement naturel, c'est un travail de fond pour apparaître le plus haut possible dans les résultats de Google sans payer. C'est un marathon. Et puis, il y a le SEA, le référencement payant. Là, tu payes Google pour apparaître tout en haut dans les annonces. C'est le sprint, tu as des résultats immédiats. Mais attention, attirer du trafic, c'est bien, mais ça ne sert à rien si personne n'achète. Le véritable objectif, le nerf de la guerre, c'est de convertir ce visiteur en acheteur. Et pour savoir si un site marche bien, on utilise des indicateurs de performance, les fameux KPIs. Il y en a 3 à retenir absolument. Le taux de conversion, sur 100 visiteurs, combien achètent? Ça mesure l'efficacité de ton site. Le panier moyen, en moyenne, les clients dépensent combien à chaque commande? Et enfin, le taux d'abandon de panier. Combien de personnes commencent à remplir un panier mais ne vont pas jusqu'au bout? Un taux élevé, c'est souvent le signe d'un problème, par exemple des frais de livraison trop chers. Voilà, on arrive au bout de ce chapitre. Pour que tout soit bien clair, on va résumer les 3 idées principales à garder en tête. Première chose, la plus importante, la distribution. C'est stratégique. Ce n'est pas juste des camions et des cartons. Dis-moi où tu vends, je te dirai qui tu es. Le canal de distribution définit l'identité de ta marque. Deuxième point, le canal de distribution fait partie intégrante de l'expérience client. Que tu sois dans une boutique de luxe, sur un site web ultra rapide ou dans un supermarché, tout ça, ça participe à l'expérience globale que tu as avec la marque. Et ça doit être cohérent. Et enfin, troisième et dernier point, l'avenir, c'est l'omnicanal. En fait, c'est même déjà le présent. Les marques qui vont gagner demain, ce sont celles qui arriveront à effacer complètement la frontière entre le physique et le digital pour créer une seule et même expérience, hyper fluide. Et je te laisse avec une question pour réfléchir un peu plus loin. Maintenant qu'on parle d'intelligence artificielle, de livraison par drone, de métavers, à quoi ressemblera la distribution de demain? Qu'est-ce qui va encore tout changer? C'est une super question pour ouvrir le débat. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours et on se retrouve très vite pour le prochain chapitre.